Salut tout le monde, ici Rémi. Je me fais très souvent poser des questions sur le fameux rapport d'inspection. J'ai décidé qu'au lieu de répondre moi-même à toutes ces questions-là, j'allais plutôt faire affaire avec mon ami Jonathan, qui est inspecteur en bâtiment et que je connais depuis maintenant une bonne douzaine d'années. On a parlé de comment trouver un bon inspecteur en bâtiment et aussi de comment comprendre le rapport d'inspection. Aussi, c'est quoi les limites du rapport, c'est quoi le volet légal dans tout ça et plein d'autres sujets. Bref, on en couvre très large dans cette entrevue-là qui dure 1 heure et on commence ça direct là. Bonne écoute! Salut Jonathan! Salut Écoute, Rémi, ça va bien? ça va bien toi? Excellent, parfait. Écoute, Jonathan, la première des choses, présente-toi un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas, là. Oui, en fait, c'est ça, j'ai suivi ma formation comme inspecteur en bâtiment en 2012. OK. Puis c'est ça, après ça, j'ai été faire un stage pendant un an de temps. J'ai suivi un architecte à Québec là, pour avoir de l'expérience terrain avec ça. Puis en 2013, j'ai incorporé ma compagnie. Puis là, j'ai commencé à faire de l'inspection à temps plein en mars 2013. Fait que ça fait déjà 10 ans. Euh, c'est de l'inspection pré-achat, sensiblement, que je fais. Puis un petit peu d'expertise, là. Donc, vis caché, vis de construction. On parle plus un 5 à 10 de mon chiffre d'affaires, mais tu sais, dans le fond, c'est plus. Des inspections pré-achat, un peu ce que tout le monde, monsieur, madame, tout le monde recherche quand on achète un immeuble. C'est ça, exactement. Puis y a-tu d'ailleurs. 95 de mon travail. Y a-t-il une différence d'ailleurs entre quelqu'un qui va inspecter un duplex et quelqu'un qui inspecte un 8-24 logements, mettons? Ben non, en fait, c'est le même principe. En fait, ce que je dis souvent aux gens, c'est un bilan de santé. Puis même, tu sais, on parle de pré-achat, mais il y en a qui vont faire du pré-vente. Plus rare un petit peu, mais il y en a qui vont le faire avant de vendre. Il y en a qui font des bilans de santé. Donc, ça fait longtemps que tu es propriétaire de ta maison, tu veux faire un bilan de santé. Autrement dit, ça reste toujours le même bilan. Ça reste toujours le même bilan de santé qu'on fait. On regarde quand même la structure, la plomberie, l'électricité, tu sais. Fait qu'on va faire quand même la même chose, là. OK. Donc, Mais quelqu'un qui fait un inspecteur peut être aussi bon. Ou, tu sais, c'est quoi la différence entre un bon et un mauvais inspecteur? Est-ce qu'il y en a qui sont plus spécialisés dans les duplex puis d'autres dans des 8 logements, mettons? Oui, puis tu sais, on part tout avec, on va dire, une même base. On peut faire des inspections pré-réception, par exemple, parce qu'on va faire plus des suivis de chantier. Moi, j'ai fait ça à l'école, j'ai jamais ressorti, j'ai jamais refait ça par la suite. Donc, c'est sûr que 10 ans plus tard, quelqu'un qui me demande de faire un pré-réception, c'est pas une bonne idée. Moi, je vais être plus dans la bâtisse usagée puis dans les immeubles à revenus usagés. Il y en a qui vont faire juste du condo. Il y en a qui vont faire juste des immeubles neufs. Il y en a qui vont faire juste de la pré-réception. Il y en a qui vont toucher un petit peu à tout. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que ça vaut la peine de magasiner l'inspecteur, dans le fond. Parce qu'ils ont quand même un peu des spécialités chacun. Oui, c'est ça, OK. exactement. Puis souvent, tu sais, les gens, quand ils m'appellent, les deux premières questions qu'ils me posent, c'est combien ça coûte une inspection, puis c'est quand tu es disponible le plus rapidement possible. Deux questions légitimes, c'est normal de poser la question, mais c'est sûr que c'est pas suffisant là, pour déterminer un peu c'est qui la meilleure personne pour venir évaluer l'immeuble. C'est le représentant légal aussi que vous engagez. Ouais, Fait que c'est ça qui est important aussi, là. OK. Fait que la question de base, c'est combien ça coûte? Comment ça coûte? Mais mettons, pour te donner une idée de prix, là, une idée moyenne, tu m'as emmené là-dessus. Là. Mais tu sais, inspecter, je sais pas moi, on va parler d'immeubles à revenus proprement dit, non pas de maison, mais inspecter un duplex, ça peut représenter combien? Puis là, on s'entend, c'est différent partout au Québec peut-être, ou différent C'est selon ça. l'inspecteur. Mais tu sais, est-ce que quelqu'un s'en sort avec 200$ ou ça coûte 1000$ absolument? C'est quoi une idée de potentiel? Oui, tu sais, je pense que la région va faire, ça va varier beaucoup quand même d'une région à l'autre, là. Tu sais, c'est sûr que des bâtisses qui se vendent dans la région de Telford-Mines, par exemple, ben, les prix sont moins hauts que si je vais à Montréal. Puis il y a aussi un peu, je vais dire, deux sortes d'inspecteurs. Il y en a qui vont faire du volume, il y en a qui vont faire la quantité, il y en a qui vont faire la qualité. OK. Donc, plus le montant est cher, dans le fond, plus que l'inspecteur va prendre son temps sur les lieux. En théorie. En théorie, oui, en théorie, exact. A l'intention, du moins, c'est ça, d'apprendre, tu sais, au lieu de prendre 1 heure et demie sur les lieux, il va prendre peut-être 2 heures et demie, 3 heures, 3 heures et demie. OK. Et il va prendre plus de temps à détailler un rapport au lieu d'y aller avec quelque chose de générique. Fait que, tu sais, c'est tout ça un peu qui balance, là, juste pour orienter les gens, là. Mais, tu sais, je pense que si j'avais à faire une moyenne provinciale, on va dire, on va être dans le 630 à 650 un bungalow, OK. puis des duplex, il y en a d'habitude qui vont mettre tant de la porte de plus. Il y en a que c'est 50 de la porte, il y en a que c'est 100 de la porte de OK. plus. OK. Fait que ça peut. Fait que ça commence, mettons, à ce niveau-là. Parce que moi, je me souviens, Ouais. j'ai pas.
Puis là, c'est drôle de le dire dans une capsule qui parle d'inspection, mais j'ai pas fait inspecter tous mes immeubles que moi j'ai achetés. Puis je me souviens, dans le temps, c'était pas nécessairement aussi élevé. Fait qu'il y a eu de l'inflation dans tout. Mais aujourd'hui, on peut s'attendre peut-être à un 650, mettons, en montant, selon le type d'immeuble, selon la région ou quoi que ce soit. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, un inspecteur qui fait de la thermographie versus l'autre qui ne l'inclut pas, il faut voir un peu ce qui est inclus aussi. Hein? Thermographie, c'est avec ça. C'est ça, OK. on l'a amené. Oui, c'est ça. Parle-moi-en donc un peu, puis parle-moi aussi de, justement, c'est quoi quelqu'un qui le fait, quelqu'un qui le fait pas. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'au contraire, c'est pas obligatoire? Est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est légal? Est-ce que légalement, ça donne quelque chose de plus? Tu sais, donne-moi un peu quelqu'un, parce que je sais que c'est pas que tout le monde fait ça. Donc, c'est quoi? Non. Puis même, je vais remonter même avant ça, l'inspection elle-même, tu sais, il n'y a pas d'ordre professionnel en partant. OK? Fait que donc, c'est régi par les associations professionnelles OK. qui est à adhésion volontaire. Donc, moi, si je voulais demain matin ne pas faire ne pas être membre d'une association, faire des cartes d'affaires, pas avoir de formation d'inspecteur, légalement, j'aurais le droit. Un courtier immobilier, je décide de faire ça demain matin, l'OASIC il va me taper ses doigts solides. Donc, c'est un peu ça le problème. Donc, moi, en ce moment, je vais être membre d'une association. L'association s'assure au moins que tu as une formation, que tu as de la formation continue. Tu es apte à faire une inspection. Que tu es apte à faire une inspection. Il donne un standard aussi au niveau du rapport d'inspection. Tu sais. À partir de là, ben, pour refaire le pont avec la thermographie, c'est que c'est un peu le même principe. Il n'y a pas de normes pour l'utiliser. Donc, je peux aller sur Amazon, avoir une bidule qui coûte 100$ que je mets sur mon cellulaire puis faire la thermographie. Que j'utilise. Oui, mais tu sais, l'inspecteur... C'est pas le même niveau. C'est pas le même niveau. Puis l'inspecteur qui dit qu'il inclut une thermographie, qui a ça, versus l'autre qui a une caméra de 15 000 avec une formation de thermographe. Une formation, c'est pas donné. C'est pas donné. Puis aussi, il y a une formation, thermographe. Donc, il y en a qui vont comprendre c'est quoi l'image qu'on reçoit, comprendre c'est quoi la problématique derrière ce qu'on reçoit. C'est ça, parce qu'une perte de 5 degrés dans le coin d'un mur, même pour un inspecteur en bâtiment, qu'est-ce que ça veut dire? Je vois un fil électrique qui chauffe dans le mur. OK, il chauffe normalement? J'ai 20 degrés, c'est-tu normal, c'est-tu pas normal? C'est ça, fait que ça prend un peu une formation aussi. C'est ça que la thermographie. Donc, quelqu'un qui utilise la thermographie, au moins s'assurer qu'il est thermographe, tout simplement. Donc, il y a une attestation pour dire qu'on est thermographe. Okay. Déjà, ça, on demande une association, puis être thermographe, dans le cas où la caméra thermique est inclue, ben c'est ça. Puis quand on parle aussi, là, on parle de la caméra thermique, mais il y a des inspecteurs qui vont plus loin avec des drones. Il y a d'autres outils potentiels que les gens peuvent avoir. Puis tu sais, c'est ça, c'est pas tout le monde qui l'a. Fait que si toi, tu dis, je veux faire, je sais pas moi, vérifier mon drain, mes fondations, ben tu vas aller vers un inspecteur qui a, mettons, une caméra de drain. C'est un peu ça? C'est ça, okay. Exactement. Fait que, tu sais, si on a, je ne sais pas, moi, la déclaration du vendeur mentionne la présence d'oc ferreux, on sait qu'on a des cheminées d'accès pour les drains de fondation, bien, ça serait peut-être judicieux de trouver un inspecteur qui a déjà la caméra pour vérifier les drains, qui peut l'inclure à l'inspection. Oui, le prix va être ajusté, mais bon, tu sais, il peut le faire en même temps sur place. Tu parlais du drone. Le drone, c'est la même chose. Si j'ai la pente de toit qui est grosse de même, il n'y a pas un inspecteur qui va marcher dessus, on n'a pas le droit. Donc, plus qu'être à brut, en fait. Si c'est pas sécuritaire de le faire, on ne monte pas. Donc là, c'est là que le drone devient intéressant. On monte toujours sur une toiture en premier, mais c'est quand c'est trop dangereux, ben là, quelqu'un qui a un drone, au moins, ça devient intéressant parce que lui, il est capable de monter, d'aller chercher tous les plans, d'aller voir les solins, d'aller voir les bardeaux, l'usure de proche qu'on ne voit pas à partir du sol. Les grosses bâtisses aussi, là, ça peut être le drone peut aller plus vite à certains endroits ou même un endroit que tu ne peux pas nécessairement y aller toi-même. Je sais pas, une contrepente que tu ne vois pas bien et que tu peux y aller avec ça. C'est ça. Okay. Oui, puis c'est ça. C'est un complément. Le drone, c'est un complément. Là, on monte toujours en premier, mais au moins, il vient bien compléter quand on n'est pas capable de monter. Là. Puis tu dis monter. Un inspecteur, il faut le rappeler, il va toujours faire une inspection visuelle. Ouais. C'est ce que je comprends. Il ne va pas dire OK, je pense qu'il y a un problème dans le mur, on va ouvrir le mur pour aller voir ce que c'est. Le vendeur ne nous aimerait pas. Non, c'est ça, exact. Fait que ça reste une inspection visuelle, donc tu es là pour découvrir des vis et non pas des vis cachés. Oui, des vis apparents. Hein, une transaction normale, le vendeur va garantir le vis qui est caché et l'acheteur va garantir le vis qui est apparent. Là, je ne veux pas aller trop dans le légal non plus, mais quand même, autrement dit, moi, ma job, c'est de m'assurer qu'on n'a pas manqué de signes apparents qui aurait pu des fois aussi indiquer qu'il y a peut-être un problème caché plus important. Là. Je
je peux donner un exemple. En fait, la semaine passée, j'ai fait une inspection, justement, une dame qui est là depuis plusieurs années dans son jumelé. Et puis, elle a fait, elle a acheté, ouais, elle a acheté il y a quelques années. Puis, lors de l'achat, la déclaration du vendeur mentionnait qu'il y avait de l'eau qui rentrait au sous-sol. Puis, à la visite, elle avait constaté qu'il y avait de l'eau. Puis, dans le coin du jumelé, on voyait qu'il y avait une fissure. Donc, le vendeur avait pris pour acquis que c'est la fissure qui coulait, l'acheteur avait pris pour acquis, le courtier avait pris pour acquis. Donc, ils sont convenus que le vendeur allait réparer la fissure. Puis à sa satisfaction, puis tout serait corrigé. Donc, c'est resté comme ça. Puis elle avait pensé avoir les connaissances pour dire, ben moi, je pense que c'est ça le problème d'infiltration d'eau. Et finalement, malheureusement, elle achète, puis l'eau continue de rentrer. Même si la craque a été réparée. La craque a été réparée, la fissure est réparée avec une membrane, tout semble bien fait. Et quand on fait le bilan de santé, ben, on se rend compte qu'il y a de l'efflorescence, une poudre blanche dans le bas des murs. Je me penche en dessous de l'escalier, je vois des signes d'eau. Le bois où ce qui est à côté est complètement pourri. Ça fait tellement longtemps que ça rentre que le bois est composté. Là. Il est vraiment en terre. Doigt, il est en terre, par terre. Okay. Il est composté complètement. Là. Fait que ça date vraiment de longtemps. Là. Un bois, ça ne composte pas en 6 mois non plus. Donc, j'avais des signes sur 3 façades, les 3 façades du jumelé. Donc, ben, tu sais, des fois, on dit. Un jumelé qui a 3 façades en partant. Oui. Il n'y aura pas 4 façades. Non, c'est ça. Mais, tu sais, ça pour dire que le problème n'était pas localisé à l'endroit de la fissure. Le problème était sur toutes les façades. Donc là, est-ce que c'est les nappes d'eau? Est-ce que c'est de l'oc ferreux? Est-ce que c'est des drains bouchés? Peu importe, on ne sait pas encore. Mais c'est ça, là, des fois, où ce qu'on va dire, ben, OK. Elle n'avait pas fait inspecter, se fiant sur le rapport d'un peu monsieur, madame, tout le monde, que s'il y avait une craque, l'eau rentre par là, j'ai pas besoin de faire inspecter, le reste a l'air beau, mettons. Le pire, c'est qu'elle l'a fait inspecter. Ah oui, OK. Oui. Mais on parle des bons ou des mauvais. On parlait des bons et des mauvais, justement. Puis, tu sais, je ne ferai pas de quoi que ce soit, mais. Ça s'appelait comment? Mais c'est pas un inspecteur, justement, accrédité. Il a pris quelqu'un rapidement qui est dans le domaine, puis qui a fait l'inspection vite, pas de rapport, pas de rapport d'inspection, pas de photo, pas. Oh, OK, donc, tout a l'air beau, vas-y. Oui, c'est ça, tu sais, donc quelqu'un peut faire ça, là, avant l'achat, mais, tu sais, il faut prendre le risque qui vient avec, puis là, ben, malheureusement, c'est ça. Tout le monde s'est trompé, incluant son entrepreneur qui était venu faire la vérification, là. Okay. C'est ça. Tout le monde s'était trompé dans l'analyse de l'eau. Quand même. Parce que, c'est ça, fallait prendre le temps de faire le tour puis d'aller chercher ça aussi, c'est que toi qui fais des inspections tous les jours, ben, tu sais quoi regarder, puis tu sais les problèmes potentiels et les sources des problèmes potentiels aussi. Contrairement à quelqu'un qui dit, OK, tu as un problème là, mais je ne sais pas d'où c'est qui vient. Mais toi, à force d'en avoir fait depuis 10 ans, tu as une grande idée de c'est quoi les problèmes puis les sources des problèmes. Donc, tu as l'œil pour le découvrir, même si moi, je peux le voir, je ne vais pas tirer les mêmes conclusions que toi qui vas le voir, mettons. Non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, tu es capable d'avoir une fissure, tu es capable d'avoir peut-être un effritement sur une fondation, mais est-tu grave? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est structural? Donc, de comprendre ça, hein, le bâtiment, c'est une science. C'est une chose qu'on regarde dans l'ensemble, c'est global. Tu parles de bilan de santé, je pense que c'est bien dit quand même, parce que justement, tu es là pour donner l'état actuel au jour d'aujourd'hui de l'immeuble, il ressemble à quoi? Puis éventuellement aussi, ça te donne une idée de la vie utile qui reste, sachant que, bon, il est usé, il n'est pas usé, il est neuf, et ça, c'est en bonne condition, ça va s'effriter, puis ça va aller vite, mettons. C'est ça. OK. C'est ça. Ça donne une bonne idée. Fait que, mettons, là, quelqu'un qui fait inspecter un immeuble, là, souvent, même sur un immeuble neuf, tu peux faire inspecter un immeuble neuf, parce que, puis on a parlé un petit peu avant d'enregistrer, tu dis même un immeuble neuf peut être pas très bien construit nécessairement. Il est neuf, il n'est pas usé, mais ça ne veut pas dire qu'il est construit tout selon les règles de l'art. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine de faire inspecter un immeuble neuf? Et souvent, quand on tombe dans les immeubles usagés, on reçoit le rapport, puis quelqu'un qui n'est pas, mettons, allé visiter l'immeuble encore, on a l'impression que l'immeuble va tomber à terre. Il ne faut pas se le cacher. Un rapport d'inspection, c'est tout ce qui n'est pas bon sur l'immeuble, puis on a l'impression que l'immeuble est, genre, on le démolit puis on en construit un autre. C'est toujours mauvais. Ça fait toujours peur. Fait que, explique-moi un peu, c'est quoi le rapport? C'est quoi un peu les limites peut-être du rapport? Puis comment qu'on absorbe ça en tant que futur acheteur d'un rapport qui a l'impression que l'immeuble va tomber à terre? Oui, bien pour la première question, immeuble neuf versus immeuble usagé. C'est sûr que plus la bâtisse vieillit, plus qu'il risque d'avoir une quantité de choses à faire, plus qu'il est récent, moins qu'il risque d'avoir de quantité de choses. Une bâtisse neuve ne veut pas dire bien construit. Je peux te donner plein d'exemples des bâtisses neuves de moins de 5 ans que les bardeaux sont tous élevés parce que l'entrepreneur a fait ça par temps froid. Je ne sais pas, au mois de novembre, décembre, les bardeaux n'ont pas collé.
puis l'année d'après, c'était toujours pas collé, ben il faut. Mon voisin vient de refaire cette toiture. Là. Fait que tu es en train de dire que peut-être qu'elle n'aimera pas. Ben, il y a moyen de faire pour prévenir, mais quand on va vite, des fois, ça peut. Ouais, c'est ça. OK. Il y a moyen de coller quand même, mais c'est ça. Faut que ça soit fait, là. Donc, c'est ça. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais tu sais, en gros, il peut avoir des défauts. Puis quand ils ont moins de 5 ans, ils sont encore sur la garantie. Fait que, ben, la garantie du constructeur. Donc, c'est justement là où ça devient intéressant à dire, OK, attends un petit peu, là, je vais demander à la garantie maison neuve si je peux faire appliquer la garantie. Puis, c'est là que ça devient intéressant. Là. Fait que ça peut être, si on se fait construire, on se rend compte qu'après 4 ans, il y a l'air d'avoir des problématiques avec l'immeuble, c'est aussi bien de le faire inspecter, soulever des problèmes potentiels, puis d'y aller vers la garantie de construction. Oui, puis même si c'est pas quelqu'un qui s'est fait construire, là, quelqu'un qui a une bâtisse qui a 2 ans d'usure, ben il est encore, théoriquement, il y a des choses encore de garantie dessus peut-être. Là, donc, OK. Fait que ça vaut la peine, même pour des immeubles récents, même si tu achètes, puis que, tu sais, c'est pas nécessairement toi qui s'est fait construire, mais tu achètes, ça vaut la peine quand même de vérifier l'état de santé de l'immeuble actuellement, surtout si elle a en bas de 5 ans, ça peut être un bon plus s'il y a des problèmes à relever. c'est ça, exact. Puis après ça, ben justement, quand on tourne dans des immeubles tu sais, au Québec, la plupart du parc immobilier s'est construit dans les années 60-70, mettons. C'est à peu près partout au Québec, là, les gros duplex, quadruplex, 6 logements, peu importe. C'est à peu près tout dans ces années-là. Fait que tu sais, c'est rare quelqu'un qui va commencer à acheter un immeuble qui date de 2008, mettons. C'est souvent des immeubles, de toute façon, quand on commence usagés, tu sais, quand on commence, on n'a pas les fonds d'acheter nécessairement un immeuble récent et tout ça. Donc, la plupart du monde, tu achètes un immeuble 1975, tu vas en avoir des 1915 au travers de ça, beaucoup plus vieux, puis tu vas en avoir des récents. Mais tu sais, pour un immeuble moyen, là, quand tu fais ton bilan de santé, tout est là pour sortir les défauts. Fait que ça a l'air pas bon. On va dire ça de même. Un rapport, c'est toujours au-dessus de ça. Puis, mon Dieu, c'est ça. Je l'ai dit tantôt, l'immeuble va tomber à terre. Fait que, explique-moi un peu, c'est quoi le raisonnement derrière un rapport, mettons. Comment on voit ça? Oui, bien, le rapport, là, premièrement, il faut vraiment que l'acheteur soit présent à l'inspection. Ça fait toute la différence. Pour comprendre le rapport aussi. J'ai beau prendre 6 photos de fissures puis les mettre dans le rapport, mais sont où, quelle grandeur, c'est pas pareil quand on l'a vu, quand on a eu l'explication verbale de l'inspecteur aussi, puis quand on le lit après, on est en mesure de comprendre un peu plus facilement la gravité de ça. Il y a des inspecteurs aussi, il faut dire, il y a 2 manières d'aborder ça aussi, c'est que il y en a qui ne mettront pas. Les inspecteurs, il y en a beaucoup qui vont dire ce qui n'est pas correct, mais ils ne vont pas le dire quand c'est correct. Oui, c'est ça. Donc, je m'en vais, je regarde la fondation, je ne vois pas de fissure, pas d'effritement, pas de mouvements structuraux, il n'y a aucun problème. Ben, je peux juste écrire dans le rapport, décrire que l'inspection a été faite, donc la vérification a été faite, est en béton coulé, je vais décrire ce qui est là, mais sans dire qu'il n'y a aucune déficience visible. Alors qu'il y a d'autres inspecteurs aussi qui vont prendre la peine. Ça, c'est quelque chose que je fais, là. J'ai vraiment un signe qui dit aucune déficience visible. Donc, qui va dire, bon, ben, j'ai regardé ça, et suite à ça, je ne vois rien de visible là-dessus. Ça prouve que tu as fait l'inspection et on en reparlera plus tard, mais il y a une espèce de sécurité qui vient avec ça, de légalité pour plus tard, le fait que tu l'écrives dans le rapport. Quelqu'un pourrait revenir ou pas, on en reparlera plus tard. Oui, ben, tu sais, même on peut en parler, c'est que c'est sûr que ça engage l'inspecteur plus qu'on en met dedans. Donc, c'est ça. C'est pour ça que certains, par crainte, ne vont pas le mettre par choix. Là. Parce qu'il faut le dire, mettons, un inspecteur, justement, dit ta fissure est correcte. Puis si visuellement, il y a quelque chose, si c'est un vis caché, tu ne peux pas le savoir, mais si c'est un vis apparent que tu n'as pas soulevé, ben là, quelqu'un pourrait dire hey, regarde, je t'ai engagé, tu as un vis apparent que tu n'as pas soulevé, il pourrait revenir contre toi. Oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que ça me surprendrait que tu lises ça dans un rapport, une fissure qui est correcte. Ouais, non, c'est ça. Parce que. Mais si tu n'as pas vu la fissure. Oui, il faut l'avoir, on s'entend. Mais une fissure, même petite, tu sais, on va toujours quasiment trouver une fissure là, sur une fondation, là, c'est quelque chose de très fréquent. Maintenant, c'est sûr, si c'est structural, on va peser plus fort sur le crayon que si n'est pas structural. Bon, souvent, on va dire, quand on peut rentrer une feuille de papier dans une fissure, il faut qu'elle soit réparée. En bas de ça, on considère ça comme de la micro-fissure. Même souvent, les garanties maison neuve, c'est comme ça qu'ils appliquent un peu la fissure normale, la fissure pas normale. Mais papier ou un petit dans c'est une feuille 8,5 11. Mais même une micro-fissure, j'en ai vu ce que je ne pouvais pas pantoute pour rentrer une feuille de papier, puis j'arrive en dedans, puis elle coule. Okay. Pareil. Donc, même ça,
s'il y a une fissure, préventivement, parce qu'on ne sait pas si elle est fissurée comme ça. Donc, qui est rendue en dedans, peut-être que je ne la vois pas, la fissure, mais peut-être qu'elle est rendue à l'intérieur, la fissure que je voyais à l'extérieur est 4 fois plus grande. Des fois, j'ai déjà rentré ma main dans une fissure comme ça, de côté, puis il n'y avait pas d'eau. C'était structural, on s'entend. Mais c'est pour ça que toi, en tant qu'inspecteur et tous les autres inspecteurs, dès qu'il y a une fissure, vous l'indiquez. Ouais. C'est pour ça que, c'est ça, quand on dit que ça a l'air mauvais, c'est que chaque petit détail est là, dans le but que vous aussi, vous soulevez le problème, vous en faites connaissance à l'acheteur potentiel ou quoi que ce soit, au client, mais c'est aussi pour vous protéger vous-même que vous faites ça, j'imagine, dans le rapport, de dire, on a soulevé tous les problèmes, après ça, tu prends la décision que tu veux, mais on t'a pas caché le problème, mettons. Non, ben c'est sûr qu'on a l'obligation de déclarer ça. Maintenant, la fissure, je peux dire il y a 5 fissures sur la fondation ou je peux dire il y a 5 micro-fissures, sont petites, mais on recommande à titre préventif de le faire réparer quand même. Donc, des fois, c'est dans la formulation aussi, dans le rapport. Et on a des symboles dans le rapport. Ça peut être un avertissement, on a vu une fissure, défaut à corriger, réparation urgente. Déjà, ça vient donner le ton un peu de la gravité de la chose. Okay. Puis souvent, tu viens d'en parler un peu, mais c'est souvent, mettons, tu vas dire, il y a un problème de fondation, voici le problème que moi j'ai soulevé, mais tu peux pas, tu vas écrire en dessous de ça, la fondation devrait être inspectée ou devrait être, tu devrais avoir expertisé par quelqu'un qui est expert en fondation. Parce que toi, tu es inspecteur, mais tu n'es pas expert en fondation, mettons. Fait qu'au final, ton rôle, c'est de soulever le problème, mais de ne pas justement dire la cause ou la nature exacte du problème. Si tu veux aller plus loin, fais inspecter par quelqu'un de plus précis. Oui, puis tu sais, tu parlais qu'on cherche des fois à se protéger ou quoi que ce soit. Souvent, c'est vu comme ça, mais dans les faits, nous, notre obligation, là, c'est de dire c'est quoi le problème, c'est quoi la conséquence, c'est quoi la recommandation. Fait que le problème, on va rester à ces fissures. Je vois une fissure. Conséquence, exemple, risque d'infiltration d'eau. Recommandation, aller chercher à faire réparer par un entrepreneur en construction. Okay. Donc, je ne réfère pas l'entrepreneur en construction pour qu'il expertise la fissure si je considère qu'elle n'est pas à expertiser. Mais je recommande quand même, c'est qui le corps de métier? Parce que des fois, le problème de plomberie, c'est un plombier. Mais des fois, c'est-tu l'architecte, c'est-tu l'ingénieur? Donc, on peut essayer d'orienter le client vers le bon corps de métier. Là. Des fois, c'est pas si simple que ça à trouver la bonne personne. Fait que c'est ça. Et on parle beaucoup des fissures, là, parce que les fondations, beaucoup de gens pensent que c'est la pire affaire qu'il y a sur un immeuble là, si la fondation est plus bonne. Ce qui est en quelque sorte vrai aussi, parce que changer une fondation, c'est plus difficile, plus complexe, plus coûteux que changer une toiture. Maintenant. Mais c'est quoi les éléments de base qu'un inspecteur va regarder, ou même juste un acheteur potentiel là, arrive en avant d'un immeuble, puis il visite là, avant de faire l'inspection, mettons, de visuel, qu'est-ce qu'il faut s'attarder sur un immeuble? Qu'est-ce qui, soit parce que ça coûte plus cher, soit parce que c'est structurel et que l'intégrité de l'immeuble est en jeu, mettons. C'est quoi les premiers points là, qui sont comme des points majeurs à soulever s'il y en a? Là? C'est une bonne question. Parce qu'on s'entend, même un rapport d'inspection où j'ai déjà vu, mettons, il va te dire, hey, ta prise de lumière n'est pas à bonne hauteur, mettons. C'est une problématique, c'est pas du code du bâtiment. Mais tu sais, au final, on s'en fout un peu qu'elle soit pas à bonne hauteur. Ça n'a pas d'impact. Mais... Ça n'a pas d'impact sur la valeur de l'immeuble, ça n'a pas d'impact sur ton quotidien, mettons. À part quand tu arrives sur le bord du mur, tu es habitué qu'elle est à une hauteur, elle va être plus basse, mettons. Mais tu sais, une toiture ou une fissure ou n'importe quoi, c'est pas la même gravité de situation. Donc, toi, c'est quoi des drapeaux rouges, mettons, quand tu arrives, là, tu fais comme, OK, cet immeuble-là, il n'est pas très en état. Là, ben, puis tu sais, c'est pour ça que je disais juste avant aussi, hein, c'est quoi le problème, c'est quoi la conséquence, c'est quoi la recommandation, justement, ta prise, c'est quoi la conséquence. Des fois, juste de se poser la question, c'est déjà de dire peut-être qu'on va le retirer du rapport. Là. Ouais. Mais non, les points importants, avant même de faire inspecter, je pense, c'est d'aller chercher déjà les dates des éléments qui ont été installés. Je pense que c'est déjà un bon pas. Là. Une toiture qu'on sait qui a été installée il y a 5 ans, mais une toiture qui a 23 ans, et on sait qu'elle est en fin de vie utile probablement, un bardeau, exemple. Donc déjà, juste d'aller chercher un maximum d'informations là-dessus. Ça, tu le fais, toi? Tu vas le faire sur poser des questions aux vendeurs ou tu vas faire une expertise plus poussée sur différents moyens que tu pourrais avoir d'aller voir ça? Déclaration du vendeur. On ne fait pas d'inspection s'il n'y a pas de déclaration du vendeur, à part des successions peut-être ou des cas de reprise de finances. Là. Mais tu sais, c'est la déclaration du vendeur, c'est des questions qui sont posées, puis nous, on demande d'avoir la déclaration du vendeur entre les mains. Maintenant, après ça, s'il y a avec la déclaration du vendeur, si c'est incomplet, si c'est
rendu sur place, ça ne correspond pas avec ce qu'on a vu, là. C'est le classique, les trappes de souris, là. Jamais eu d'animaux nuisibles dans la maison. Tu arrives dans le grenier, il y a des trappes, il y a des poisons à souris dans le sous-sol. Fait que, tu sais, ça, on les note d'ailleurs là, au rapport aussi, quand il y a des choses qui sont comme incongrues. Puis, tu sais, je suis rendu dans la déclaration du vendeur, je ne réponds pas à ta question, excuse-moi, là. Ça va? Mais c'était quoi la question à la base? L'idée, c'est de savoir c'est quoi les points plus majeurs sur un immeuble versus d'autres, mettons. Oui, c'est ça. OK, oui, c'est ça. Je te parlais d'aller chercher déjà les dates. Ça va nous donner une idée des choses qui peuvent être plus désuètes. Chose majeure, écoute, c'est quand même. Ce qui est embêtant à répondre, c'est que tu peux avoir une fissure peut être pas trop grave. Avoir une fissure localisée là où ta piscine creusée est placée, ça peut être plus tannant. Puis là, je dis un exemple comme ça qui est mis en tête, là, mais puis avoir une fissure et en avoir 6, même s'ils ne sont pas peut-être structurels à 100%, mais c'est plus le même coût, là. Donc, des fois, le cumul des petites choses peut devenir aussi important. Les gens vont dire, tu sais, on va toujours donner comme exemple la fondation qui est à refaire au complet ou des choses comme ça, mais des fois, c'est l'accumulation des choses petites ou moyennes aussi qui devient coûteux là, à faire, là. Mais non, les choses importantes, je pense, c'est de. Tu sais, je dirais, ce qui touche là, beaucoup les réclamations, les vices cachés, les poursuites d'inspecteurs, puis les assurances, là, c'est beaucoup ce qui touche l'eau at large. L'eau, c'est l'eau en c'est le général. pire ennemi d'un immeuble, là. L'eau, là, infiltration d'eau, Par fuite le haut, d'eau, par le bas, par ouais, les côtés, ça rentre partout. les conséquences de l'eau, l'humidité, les moisissures, ça, là, ça touche probablement 80% des problématiques. Mais c'est pour ça que souvent, si on a un signe d'infiltration d'eau, on recommande tout de suite l'expertise pour aller voir l'étendue de ça. On est localisé sur 6 pieds. Ça m'a fait penser, ça n'a vraiment pas rapport, là. Mais en Beauce, là, il y a quelques années, il y a eu des inondations majeures, là. Oui. Puis je me souviens d'avoir entendu l'histoire que, ouais, genre, le gars, il s'est dit, hey, moi, je veux pas que d'avoir des infiltrations d'eau. Fait qu'avant tout ça, il a fait genre patcher sa maison là, avec un système qui fait qu'il n'y a aucune craque d'eau qui rentre, puis tout ça. Mais il y a tellement eu d'eau que sa maison a levé comme un bateau. C'est fou, hein? C'était tellement étanche. Ouais, c'est ça. C'était tellement étanche, comme un bateau, comme tu dis. Puis Ouais. pour avoir fait des inspections sur le bord de la rivière Chaudière, là, il y a une fois, ça m'avait vraiment marqué parce qu'il y avait une partie qui était centenaire, là, qui était en pierre et mortier. Ouais. Et il y avait une extension derrière en béton coulé. La section en béton coulé, la pression de l'eau, elle pousse sur la fondation. C'était cassé partout. C'était fini raide, là. Il y avait des grosses craques. Puis la section en pierre, ben, l'eau, elle passait entre les roches. L'eau, elle passait entre les roches. Quand l'inondation se terminait, elle ressortait. Fait que la section en pierre était en meilleur état. Oui, il y avait des choses. Le mortier a d'être dans l'eau, à un moment donné, il effrite ou des choses comme ça. Mais c'était pire quand même, le béton coulé. Donc, des fois, parce que tu parlais tantôt de bâtisse neuve, là, ben, c'est ça, tu sais. Chaque situation est l'année n'est pas spécifique. garant de l'état physique des éléments dans l'immeuble. Ça peut être de l'eau, justement, ça peut être de la pression, la nature est forte, là. Ça peut être un arbre ne va pas nécessairement faire craquer une fondation, mais elle peut jouer un peu après. Il y a différentes situations qui font que, c'est ça, l'année ne veut pas tout dire sur le truc. C'est pour ça, entre autres, que faire inspecter, surtout par quelqu'un qui ne connaît pas ça du tout, est bon en toute situation, j'imagine. Oui, puis, tu sais, la bâtisse centenaire avec le plancher croche, on va en trouver souvent des planchers croches. Maintenant, ça peut être croche et structurellement solide, croche et on n'est pas sûr si c'est solide, croche et finalement, non, il y a un problème. Je marche dessus, puis c'est une vraie trampoline, ça rebondit, c'est élastique en haut. Donc, tu sais, c'est ça qu'on vient déterminer, là. Mais en même temps, tu lèves un point, c'est-à-dire que moi, mettons, je regarde pour acheter un immeuble de 1915, ben, le fait que le rapport me dise que c'est un plancher croche, je m'en doute. Mais je veux savoir aussi un peu justement pourquoi il est croche. Parce qu'on le sait qu'à 1915, ça ne sera pas parfaitement au niveau. Tu mets une bille à terre, elle ne restera pas là. C'est ça. Quand on veut acheter un immeuble, souvent, là, on entend ça dans les groupes immobiliers, puis tout ça, c'est facile. Là, fais des offres d'achat rapidement, là, puis entre autres, tu vas pouvoir mettre conditionnel à l'inspection. Puis si tu n'aimes pas l'inspection, tu vas pouvoir te retirer ou tu vas pouvoir t'en servir pour négocier. Fais ton premier prix au prix demandé pour être sûr de rentrer et qu'ils acceptent ton offre. Puis là, après l'inspection, tu vas réussir à descendre de 20 000 facile, puis tu vas pouvoir négocier. Est-ce que c'est tout le temps vrai, ça? Je veux dire, un rapport d'inspection, est-ce que ça te permet de négocier ou de sortir facilement d'une transaction? Oui, écoute, c'est sûr que le but d'une inspection,
c'est pas ça le but principal, Non, c'est premièrement. Le but, c'est de connaître l'état de l'immeuble, savoir ce qu'on achète, savoir ce qui s'en vient, les gros coûts. Puis bon. C'est sûr que c'est pas le but principal. Je sais qu'au niveau de l'investissement, oui, il y a des gens qui l'utilisent de cette manière-là, effectivement. En fait, c'est sûr que quand on fait l'offre d'achat, conditionnel à une inspection, c'est conditionnel à une inspection satisfaisante. Fait que, en théorie, oui, tu peux toujours te retirer. Parce que si tu fais une offre d'achat conditionnelle à ta satisfaction d'une inspection, ben, tu es la seule personne pour dire c'est quoi, je suis satisfait ou non. Fait qu'au final, je pourrais m'en servir et dire que tu as soulevé que la prise n'est pas à bonne hauteur dans le mur. Moi, ça m'énerve, je ne suis pas satisfait, je peux me retirer facilement de la transaction. Bien, tu sais, ça, c'est en théorie. Maintenant, en pratique, c'est sûr que le vendeur ne sera pas content, puis il peut revenir contre toi pour dire hey, il n'y avait rien de majeur. Donc là, c'est là que. Donc, il y a en théorie et en pratique. Puis c'est drôle parce que quand j'ai commencé, on était vraiment sur un marché d'acheteurs. Ouais. L'inspection, le monde négociait beaucoup plus avec. Puis c'est ça, pour le même problème aujourd'hui, ben, les gens, vu qu'on est sur un marché plus de vendeurs en surenchère, puis que le monde savent qu'il y a d'autres acheteurs derrière, ils acceptent plus les mêmes problématiques qu'ils n'acceptaient pas. Là, un certain temps. Ils s'en servent moins pour négocier, mettons. Ils s'en servent moins pour négocier. Puis aussi, ça dépend un peu dans la transaction où tu es rendu. Tu sais, quand on sait qu'on est rendu à côté, ou au contraire, quand tu sais que tu as eu un méchant bon prix au départ, peut-être que si tu as 5 000 $ de fissure, tu vas peut-être passer. Ouais, on va l'absorber. J'avais déjà un bon prix au départ. Ou non, là, j'achète de quoi de récent. Tu sais, j'ai acheté le plein prix. Tu sais, je veux quelque chose qui est impeccable. Donc, ça aussi, ça le fait. Là. Donc, c'est pour ça, tu sais, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, ça dépend de la situation. C'est ça, puis tu soulèves un bon point, parce qu'au final, tu vois, je suis en train d'accompagner quelqu'un, puis justement, sur l'immeuble, on sait qu'il y a probablement un problème de fondation ou que, tu sais, en tout cas, elle n'est pas neuve. Puis finalement, il a négocié, puis il a négocié de plusieurs dizaines de milliers de dollars au point où on se dit, ben regarde, même si tout se répare dans la vie éventuellement, fait que si ça se répare, puis ça coûte 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 de réparer, ben on l'a un peu compris dans notre prix d'achat qu'on a proposé. Fait qu'au final, c'est ça, il faut toujours réaliser que tout a un prix, puis que justement, si tu l'achètes, tu sais, je le dis souvent, de ne pas acheter sur des revenus potentiels que tu vas obtenir dans 5 ans. Bien, c'est le même problème quand on a des choses comme ça. Si tu achètes et tu sais que la fondation n'est pas bonne, ben, achète pas au prix d'une fondation bonne que tu vas devoir refaire. Tu vas te faire avoir, puis ça va te coûter trop cher, puis tu ne seras pas rentable. Fait que, tu sais, il faut comprendre que si la fondation n'est pas bonne, si la toiture est à refaire, ben éventuellement, quand tu fais ton offre, il faut en prendre compte. Puis si tu ne l'avais pas réalisé puis tu le fais inspecter, ben là, tu vas pouvoir dire, regarde, ta toiture est à refaire, j'estime que ta toiture, elle coûte 10 000 à refaire. Ben, on va se servir de ça pour négocier d'un certain montant, puis je vais le prendre en compte que je vais le refaire plus tard. C'est un peu ça que ça veut dire. Mais en même temps, si le rapport, il sort rien de majeur, ben, c'est pas tout le temps facile de dire je vais me retirer juste parce que j'ai fait le rapport. Là. Non, puis si tu te retires parce que les joints de silicone sont à refaire, je t'annonce que les joints de silicone, il y en a toujours un manquant quelque part sur une inspection, ça va toujours ressortir. Et tu sais, si ça peut orienter les gens aussi, des fois, de dire si j'inspecte, je me retire complètement de cette transaction-là et je vais réinspecter un même duplex de la même année. Est-ce que je risque d'avoir encore du silicone? Les mêmes problèmes, oui. C'est quoi les mêmes problèmes? Donc, ça va aider à orienter un petit peu aussi à savoir si on doit renégocier ou pas. Là. Puis là, ça soulève le point que, admettons, là, moi, je fais faire, toi, tu veux acheter un immeuble, tu fais faire un rapport d'inspection sur ton immeuble. Finalement, le rapport d'inspection, il soulève qu'il y a un problème de fondation. Toi, tu dis, je me retire parce que ça ne me tente pas de m'embarquer là-dedans. Moi, j'arrive 3 mois plus tard, je veux acheter l'immeuble et le courtier a en main le rapport que toi, tu as fait faire. Le rapport que tu as payé pour 650 pièces comme on a dit tantôt. Premièrement, est-ce que ce rapport-là, le courtier est censé l'avoir? Puis deuxièmement, est-ce que moi, je peux dire, regarde, je ne fais pas inspecter, j'ai déjà un rapport dessus? Oui, le côté, est-ce que le courtier est obligé de l'avoir? Ça, il faudrait demander plus à un courtier, ce côté-là, parce que je sais qu'il y a une technicalité au niveau de l'offre d'achat, ou est-ce que, oui, si on se retire, il faut donner une raison. Faut donner une raison, puis voici, j'ai pas inventé qu'il y avait tel problème. Là, c'est écrit dans un rapport d'inspection par quelqu'un indépendant. Lui, je faudrait demander, parce que oui, peut-être tu peux donner la preuve, mais est-ce que lui a le droit de refiler ce rapport-là, que toi, tu as été le client? Je sais pas. Bien là, c'est ça. Ça serait vraiment de regarder avec quelqu'un qui est plus un courtier, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui vont donner le rapport au complet au courtier. Il y en a qui vont donner juste la page en question de la problématique en question.
Ça se fait. Et maintenant, le courtier, lui, il a quand même l'obligation de dire, écoute, On a soulevé le problème. on a tel problème, il faut le dire. Maintenant, est-ce qu'il doit remettre le rapport? Est-ce qu'il doit remettre la page? Est-ce qu'il doit juste le mentionner dans la déclaration du vendeur? Ce côté-là, ça serait plus un courtier que tu pourrais demander. Là. Mais au final, c'est ça. Mettons, moi, on va dire, là, justement, le courtier, il a accès au rapport total. Ouais. Ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an qu'un rapport a été fait. Et il me le donne là, je demande plus d'infos, puis il donne le rapport directement de même. Tu peux t'en servir. Est-ce que je peux m'en servir? Est-ce que c'est une bonne chose de dire, regarde, il y a un rapport qui a été fait il y a 4 mois, l'immeuble n'a pas tant changé en 4 mois. Est-ce que je peux me fier là-dessus? Puis est-ce que je devrais plutôt dire, je réinvestis à 1000 $ dans l'inspection? Écoute, le choix de faire inspecter, là, c'est un choix quand même personnel, puis d'accepter le risque qui vient avec en fonction de chaque personne à base. Là. C'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse, on va toujours recommander l'inspection. C'est sûr que plus que l'inspection est récente, ben, plus c'est rassurant. En même temps, dans ton cas, on sait que c'est la fondation qui est en problème. Ben, on peut dire de faire venir tout de suite un expert en fondation pour venir faire soumissionner justement la correction de ça. Donc, prendre les devants avant de repayer justement une inspection. Peut-être que suite à ça, dire bon, ben moi, je suis satisfait avec ça, ou au contraire, j'ai d'autres choses qui me gossent dans le rapport d'inspection. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ben, c'est qui a fait l'inspection avant? Est-ce que c'est quelqu'un qui était membre d'une association et tout ça? C'est ça, parce que juste par le rapport d'inspection, est-ce qu'on peut, ou juste des fois peut-être d'aller voir sur Internet, c'est qui l'inspecteur et tout ça. Je peux-tu me fier à ce qui est écrit là, ou au contraire, ouais, je suis moins sûr, je vais refaire un autre bilan parce que c'est déjà arrivé de repasser qu'on est bon en offre multiple. Je suis le deuxième inspecteur qui passe, le premier n'a pas vu certaines choses, qui s'est rajouté. Donc, c'est des choses qui existent là. Maintenant, ben, c'est toujours à l'acheteur de dire. Risque et péril de l'acheteur. Ben, c'est ça. Ultimement, c'est l'acheteur qui décide là. Puis, ça m'amène à la question, quand on parle du risque et péril de l'acheteur, quelqu'un qui achète sans garantie légale. Je te voyais venir, là. Oui, c'est ça. Parce qu'on s'entend à peu près, puis ça, c'est quand même relativement récent. Là. Avant, les immeubles étaient, il y en a qui étaient, ça a toujours existé de vendre sans garantie légale, mais maintenant, acheter un immeuble de revenu avec garantie légale, c'est rare. Là. C'est rare. Non, puis, tu sais, avant, c'était comme, oh, tu avais la garantie légale, tu avais un prix. Tu n'avais pas de garantie légale, c'était à peu près 8 % de moins sur le prix d'achat. À cette heure, tout le monde s'en fout. Le prix d'achat, c'est le prix d'achat. Qu'il soit avec garantie ou non, ton prix est là. Fait que, il y a une différence qui vient. Mais c'est quoi la réalité d'acheter avec ou sans garantie légale si toi, tu as soulevé des problèmes, mettons? L'idée, c'est, ça sert à quoi de faire inspecter, mettons que tu es vendu sans garantie légale? Est-ce que tu vas avoir un certain recours de toute façon ou ça va juste te donner l'état de l'immeuble ou légalement, tu vas faire quoi avec tout ça? Oui. Tu ouvres un mur pour faire des travaux, il y a de la pourriture dans le mur, il y a des problèmes d'eau, l'eau descend du toit, il y a du champignon qui s'est développé dedans, on en a pour 10 000 $ de réparation. Normalement, quand c'est vendu avec garantie légale, tu peux éventuellement avoir un recours contre le vendeur. Pour un vice caché. Pour un vice caché s'il n'y avait pas de signe apparent. Donc, dans un contexte normal, ben, le rapport vient dire, bon, ben, moi, j'avais des indices visibles à l'inspection, c'était donc pas caché. Ou, bon, c'est là qu'on vient un peu, ça vient aider à démêler. Dans le contexte où c'est vendu sans garantie légale, je n'ai plus accès peut-être à la garantie du vendeur, mais tu as encore l'obligation de vérifier tes choses apparentes. Parce que si tu te ramasses avec un problème de 10 000 $ dans ton mur, plus 4 problèmes que tu n'as pas vus avant d'acheter, ben là, tu te ramasses avec les deux, tous ces problèmes-là d'un coup. Ouais. Donc, l'idée, c'est justement, c'est de réduire le risque, là. Et soit dit en passant, des ventes sans garantie légale, ça ne veut pas dire zéro garantie non plus. Il y a beaucoup de cas que j'ai faits quand même qui étaient sans garantie légale et qui ils cherchaient à déterminer justement que le vendeur était au courant, que ça avait été caché. Embarque pas là-dedans parce que c'est assez complexe, mais fais-moi la différence entre un vice apparent, un vice caché et un dol. Oui, ben encore là, c'est plus légal, mais un vice apparent, c'est un vice, c'est un problème qui est apparent. J'ai une fissure visible à l'œil nu. Qui est visible à l'œil nu. Vice caché. Vite de même, visible apparent. Est-ce que si le plancher, il y a une craque dedans, mais que la personne a mis un tapis au sol, est-ce que toi, tu es en mesure d'enlever le tapis puis vérifier si c'est une craque en dessous, ou toi, tu as passé, visuellement, il n'y avait pas de problématique, tu ne l'as pas vu? Nous, j'ai mis un gros cadre en arrière là, pour cacher la patch qu'il y avait. Oui, c'est ça. Tout ce qui est visible et accessible. Si on peut résumer ça comme ça, c'est tout ce qui est visible et accessible. Okay. On ne commence pas à lever chaque meuble de la maison.
on ne commence pas à lever chaque tapis de la maison pendant une inspection. C'est ce qui est accessible là. Une inspection, c'est une photographie de l'état de l'immeuble au moment de la mise en vente. Puis s'il y avait du stock, des places, des logements avec des amortisseurs compulsifs, par exemple, qu'il y a du stock du plafond, du plancher au plafond. Même si c'est maudit en arrière, tu ne le vois pas. Jamais, là, à un moment donné, il y a une limite qu'on peut faire. Donc, effectivement, là, il y a certaines limitations. Puis, ça, c'est les risques apparents. Oui. Puis la ligne est des fois quand même mince entre le vice apparent et le vice caché, là aussi. Je reprends l'exemple de la dame au début de tout, que tout le monde pensait que l'eau venait de la fissure. Ben, tu sais, ça va se débattre en cours, tout ça, là, en gros. Là. Donc, c'est ça. Puis, ce qui est caché, ben, il n'y a aucun indice visible qui permettait de détecter ça. Même pas un bombement ou quelque chose hein, dans le tapis, là, comme ta fissure dans le tapis, tu peux avoir un bombement, tu peux avoir quelque chose. Donc, c'est ça. Tu n'as pas de signe visible. Puis le dol, ben effectivement, je savais que j'avais tel problème. En tant que vendeur, j'ai essayé, je le savais, je l'ai camouflé ou j'ai essayé de le réparer sommairement, mais je l'ai caché. C'est pas un vice caché, je l'ai caché volontairement pour faire croire au vendeur ou à l'acheteur qu'il pouvait l'acheter sans problème puis que sa valeur de l'immeuble était là. Moi, je l'ai. Mais sachant ça, il n'aurait probablement pas mis le même prix sur l'immeuble. Donc, ça, c'est une fraude. Oui, exact. Puis, la fondation en pierre est complètement maganée. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. Je vais shooter de l'uréthane, 2 pouces d'uréthane par-dessus pour tout cacher la fondation. Puis voilà, j'ai caché le. Faut pas que je donne de trucs, là, mais. C'est ça. Je suis en train de me dire, je vais pas ça, je pourrais faire ça. Mais ça serait un exemple de quelque chose que tu as oublié. En même temps, moi, je l'ai fait pour isoler, je ne l'ai pas fait pour renforcer la fondation. Non, mais ça se peut, tu sais. Oui, ça se peut. C'est là où les intentions, après ça, as-tu voulu le faire pour frauder la personne puis faire en sorte ou tu l'as fait de pleine bonté pour essayer d'améliorer la qualité de l'immeuble, mais c'était pas une bonne chose à faire maintenant. C'est ça, exactement. C'est là, je t'ai dit que ça se débat en cours, justement, que c'est un débat puis que tout n'est pas blanc ou noir, là. C'est là où les experts vont se débattre, les avocats, des choses comme ça, pour déterminer un peu. Puis à un moment donné, ça s'est tranché à quelque part. Là. Ouais, c'est ça. Fait que le rapport va peut-être suivre aussi dans tout un volet justement légal ou tout un volet où ton rapport, il y a une expertise en arrière, mais il y a un volet justement qui est très. Il peut se rendre loin ton rapport s'il y a quelque chose qui arrive au travers du temps. Oui. Puis tu sais, je peux avoir un litige entre acheteur et vendeur. Moi, je suis juste peut-être même pas au courant. Puis mon rapport fait. Peut-être que des fois, ça a été revendu. C'est un nouvel acheteur, un nouveau vendeur, c'est mon ancien rapport. Ça fait du chemin, ça suit tout le temps. Le rapport d'inspection, ça suit la bâtisse. Là. Tu disais, quand on fait faire un rapport d'inspection, c'est bien que l'acheteur soit là pour comprendre la réalité de l'immeuble. J'imagine aussi que comme un inspecteur a besoin d'aller un peu partout où tu as accès, ben, le vendeur devrait être là aussi, ou du moins le courtier, pour te donner accès à certains endroits. Donc, c'est un peu, c'est quoi là-dedans, tout ça, en tant qu'acheteur, vendeur, c'est quoi les moves que tu peux faire pour aider un peu l'inspecteur? Oui, de donner accès, effectivement. Écoute, puis comme je dis souvent, on est chez du monde, on est chez quelqu'un, on n'est pas dans un musée. Là. Il y a des effets personnels. Fait que ça prend au moins, s'il n'y a pas de courtier, il faut que le vendeur soit là. Surtout quand c'est des locataires, là, en fait. Là. Puis si le courtier, s'il y a un courtier, ben, qu'il soit là aussi. Là. Donc, souvent, c'est le courtier minimalement de l'acheteur qui va être là. Dans certaines régions, il va y avoir le courtier de l'acheteur et du vendeur. Donc, là, dans certaines régions, il y a des mentalités un peu qui changent pour ça. Mais c'est ça. Maintenant, ben, il faut donner accès, oui. Puis pour aider, que ce soit l'acheteur, courtier, peu importe, je veux dire, juste d'avoir une trappe de grenier qui est dans un garde-robe plein de stock. Il y a un inspecteur qui peut décider, ben moi, c'est pas accessible, j'y vais pas. Là. Toi, tu as le droit en tant qu'inspecteur de dire le grenier n'est pas accessible, je ne l'inspecte pas. Tu vas inscrire dans ton rapport, n'a pas été inspecté, n'a pas accès au jour de même. Ça. Et ton rapport tient la route, même si tu n'as pas inspecté le grenier. Exactement. Okay. Tout comme moi, je peux aussi prendre le temps de tout démonter et dire, regarde, je vais prendre 20 minutes pour mais c'est pas dans ton obligation. Mais je ne suis pas obligé de le faire. Donc, c'est là que je disais des fois la différence. Puis c'est pour ça qu'avant l'inspection, c'est bon que l'acheteur et l'inspecteur puissent discuter ensemble et dire, bon, ben écoute, j'ai pas d'eau courante sur l'immeuble, ben, remets l'eau courante parce que moi, comme inspecteur, j'ai pas le droit de remettre l'eau courante. Là. Je repenserai toujours à, on est arrivé à une inspection, il n'y avait pas d'eau courante, l'acheteur était pas content parce que c'était supposé être ouvert, on avait parlé. Le courtier décide d'ouvrir l'eau. Ça se met à couler. Il ouvre l'eau, finalement, la valve du lave-vaisselle en haut n'était pas fermée comme il faut, donc il avait tout fermé
il avait fermé la valve principale, mais ça s'est mis à couler, puis ça a pris un bon 5 minutes avant qu'il se rende compte que ça coule. Parce qu'il n'y avait plus de lave-vaisselle, Il maintenant? n'y avait plus de lave-vaisselle, l'eau coulait à côté. Et là, ben, qui est responsable? Ben, c'est la personne qui a ouvert la valve. C'est pour ça que toi, tu l'ouvres pas. C'est pour ça qu'on ne l'ouvre pas, puis c'est pour ça que l'acheteur ne l'ouvre pas non plus. Puis c'est pour ça que c'est au vendeur, en fait. C'est au vendeur. Même le courtier, il y en a que oui, ils vont prendre un guess, mais dans le fond, le vendeur devrait, ou celui qui s'occupe de l'immeuble, peu importe le concierge, peut venir remettre l'eau. Donc, l'idéal, c'est que tout soit prêt. Eau, électricité, les accès, les vides sanitaires, s'il y a des cadenas sur des portes, des accès, là, des fois des sections 3 saisons, des chalets sur vide sanitaire, on n'a pas accès, la trappe est fermée, mais le vide sanitaire, c'est très important d'y aller. S'assurer qu'on a accès partout, c'est un gros morceau, là. C'est un gros morceau. Puis justement, si l'eau n'est pas ouverte, toi, tu vas juste écrire dans le rapport, je ne peux pas garantir la plomberie, je ne connais pas l'état de la plomberie parce que tu ne sais pas. Il n'est pas inspecté. Oui, c'est ça. Tu as bien beau voir le tuyau, il est beau, mais tant qu'il n'y a pas de l'eau dedans, tu ne sais pas c'est cool. C'est ça. OK. Fait que ça fait du sens, puis il faut justement s'assurer de comprendre que si même le rapport ne veut pas dire que tu vas être sécurisé sur tout le potentiel de l'immeuble. Ça va être sécurisé sur ce que l'inspecteur a réussi à voir et à mettre en expertise, ce qu'il a vu dans la journée même. Puis comme tu disais tantôt, si je vais écrire dans le rapport que les murs du sol étaient tous pas accessibles parce qu'il y avait du stock à cause de, je sais pas, moi, un locataire qui a empilé plein de choses le long du mur, du plancher jusqu'au plafond, bien, c'est pas pour me protéger, c'est un état des lieux au moment de l'inspection. Donc, si c'est accessible, il faut que je le dise. Si c'est pas accessible, il faut que je le dise. J'ai-tu marché sur le toit? J'ai-tu accoté mon échelle sur le bord du toit pour regarder parce que la pente était trop abrupte? Je suis allé avec un drone? Il faut que la méthode d'inspection et la limitation soient décrites toujours au rapport. C'est ça qui fait un peu des fois que les rapports sont volumineux aussi, parce qu'il faut comme tout décrire ces choses-là. Ouais. C'est là que dans un cadre légal, ça prend toute son importance aussi, comme l'acheteur, parce que ça protège l'acheteur aussi. Des fois, le signe entre le vice caché et le vice apparent, comme je disais, il y avait un tapis, il n'y avait pas de tapis. Ouais, ça vient jouer là, aussi simple que ça des fois. Là. Ouais. Okay. V'là 2 jours, je savais qu'on allait faire l'entrevue ensemble. J'ai mis sur YouTube que j'allais faire une entrevue avec toi et j'ai dit aux gens, c'est quoi vous autres vos préoccupations que vous voulez poser là, à des questions à des investisseurs, pas des investisseurs, des formations, à des inspecteurs en bâtiment. Fait que j'ai des questions ici directement, on va les lire, on va regarder si c'est pertinent ou si on a répondu au travers du truc, puis on va les répondre au fur et à mesure. On a ici Yellow. Je sais pas c'est quoi son nom, qui dit faire un point sur les années par rapport au code du bâtiment qui ont changé. Exemple, les fils d'aluminium, l'amiante à surveiller. Tu sais, on s'entend, les problèmes viennent avec le temps sur un immeuble, mais en même temps, effectivement, un immeuble neuf de 2022, il n'y aura pas nécessairement d'amiante dans les murs. C'est plus légal, mettons. Mais est-ce que tu as des années, puis là, je comprends que ça peut différer par région et tout ça, mais est-ce que tu as des années, mettons, que je sais pas, moi, 1970, il y a telle affaire. 1940, il y a telle affaire. 1915, là, on sait que toutes les fondations étaient de même ou à peu près. T'sais. Y a-t-il des codes de bâtiment qui ont changé au travers des années, des choses qui sont plus faciles à savoir qu'un immeuble? La problématique de tout ça, c'est presque sûr qu'on l'a sur cet immeuble-là, mettons. Oui, je comprends la question. C'est sûr que peu importe la maison, la bâtisse, qu'elle soit neuve ou usagée, la qualité des matériaux, la qualité de l'installation fait vraiment toute une grosse différence dans le temps, premièrement. Fait que c'est sûr que ça rend c'est difficile de répondre de façon tranchée sur la question. Mais la question est bonne. C'est sûr que, bon, écoutez, les années 60, 70, fondation, bloc de béton, j'ai un petit. Je me lève déjà un flag d'habitude en arrivant sur une inspection parce que on considère que la durée de vie utile d'une fondation en bloc, selon la jurisprudence, c'est 40 à 50 ans. Donc, théoriquement, ça veut dire qu'on est en fin de vie utile. Ça ne veut pas dire que la fondation est complètement finie. Elle peut être encore super belle, mais il y a des bonnes chances qu'il y ait des problèmes avec. Donc, déjà, si j'achète ce type d'immeuble-là, je vais vraiment focusser sur les bombements, les affaissements de sol, y a les fissurations, les effritements, y a-tu de l'uréthane, je vais vraiment chercher beaucoup, aller chercher chaque petit trou que j'ai dans le sous-sol autour d'une entrée d'eau pour voir la fondation le plus que je peux. Je vais m'y mettre un certain focus. Clapet anti-retour sur les bâtisses à partir des années 70, des fois même 60-70, on va en avoir en fonte. Bien, ça aussi, c'est en fin de vie utile. Si on en voit. Si on en a tout court, là, parce que ça commence à se mettre, là, ben, fin de vie utile, ça aussi, déjà, c'est un flag.
Tu parlais d'amiante. Théoriquement, avant, jusqu'en 1990, on peut retrouver de l'amiante, aussi tard que ça. Par contre, pratico-pratique, le plus vieux, moi, le plus récent plutôt que j'ai vu, c'est 1977, le plus récent, où ce qu'on avait de la vermiculite dans l'entretoit. Mais c'est sûr que si j'ai mon fameux bungalow en briques rouges des années 50-60, quatre côtés briques, ben, même je dirais que l'inspecteur qui est local aussi, on n'a pas parlé de ça, mais de faire affaire avec quelqu'un de local, c'est là que des fois ça vient être utile parce que j'ai des secteurs que je sais qu'à peu près tout le quartier, il y a de la vermiculite dedans. Souvent, les quartiers, c'est le même entrepreneur qui faisait ce quartier-là. Donc, je sais que tel quartier, j'ai ça, tel autre quartier, j'ai de l'oc ferreux, tel autre quartier, c'est plus glaiseux, de l'argile dans le sol, donc on va plus regarder l'eau. Donc, ça, déjà, ça, de connaître ces secteurs. On sait que ce secteur-là, il a tout été fait par la même cimenterie, puis leur mélange de ciment, il n'était pas bon, il a tout usé de la même façon avec le temps, mettons. C'est ça. Mais écoute, là, on pourrait faire un long tableau de choses année par année, là, parce que faire ça exhaustif, c'est dur à répondre comme ça, là, mais c'est les premières choses qui me viennent en tête. On n'a pas parlé de filage d'aluminium aussi, là, des filages d'aluminium années encore là, 60-70. L'aluminium est encore utilisé aujourd'hui, en fait, mais c'est que dans le temps, il l'utilisait pas bien, il ne savait pas comment l'utiliser. Il y a eu des feux pour ça. Donc, quand on voit de l'aluminium, faut que ça soit vérifié. Ça aussi, c'est un. Et mettons, la plomberie, tout ce qui est en cuivre versus en plex aujourd'hui, ça a changé quand? Puis est-ce que du plex, c'est quoi la durée de vie utile d'un plex, mettons? Du PEX? Du PEX, du PEX, pas d'un plex, une déformation. Déformation. Du PEX et c'est quoi la durée de vie utile du cuivre, mettons? Durée de vie utile d'un cuivre, tu as des qualités dans le cuivre, 30 à 70 ans. OK. Fait que c'est large, c'est large. Tu as des cuivres semi-flexibles qui se plient, ils vont être moins souvent durables. Mais mettons les cuivres utilisés dans une maison de 1915 là, qui n'a jamais été rénovée encore, là, il est en fin de vie. Oui, mais il y a des bonnes chances, mais en ayant une bonne qualité, ça peut être correct encore. Puis je peux installer une bonne qualité, mais mon sous-sol est tellement humide qu'après 20 ans, c'est tout corrodé. Fait que c'est pour ça que je dis c'est nébuleux, c'est des zones grises beaucoup, mais ouais, c'est effectivement. C'est sûr, années 90, tu vas avoir beaucoup 80-90, les échangeurs d'air dans l'entretoit qui peuvent des fois qui peuvent causer problème. Tu vas parler de tuyauterie de poly-B, là, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aborder aussi si les gens veulent aller lire sur le poly-B, polybutylène. Mais c'est ça, puis c'est sûr que, tu sais, quand on part sur une inspection, ben, on sait à peu près de telle année à telle année, bon, ben, j'ai une bâtisse de 1970, je m'attends à avoir à peu près un R25 de valeur thermique dans l'entretoit. Si je suis une autre année, donc il y a aussi l'isolation, on part déjà avec une idée dans la tête aussi avec ça. Et tu sais, pour quelqu'un qui achète, est-ce que pour un investisseur, c'est justicieux de dire moi, j'achète rien en bas de 1915, j'achète rien en bas de 1940, j'achète rien en bas de 1910, ou à l'inverse, je me spécialise dans les maisons de 1940 parce qu'ils ont tous le même genre de problème. Tu sais, est-ce que ça peut être judicieux ou au final, une maison de 1915 bien entretenue au fil du temps, que les choses ont été refaites dans les règles de l'art, va être probablement une meilleure situation qu'un immeuble de 2000, mettons? Ben, écoute, je te dirais que ça dépend vraiment du profil de la personne. Tu sais, il y en a qui ont besoin vraiment du clé en main, du sacoche, là. Il ne faut pas qu'il y ait un joint de silicone à refaire. Puis il y en a qui sont bricoleurs, puis il y en a qui sont entre les deux. Il y en a qui s'en foutent totalement. Il y en a qui s'en foutent totalement. C'est vraiment dur de répondre parce que ça dépend du profil. J'ai déjà fait un immeuble à revenu. La personne, l'échangeur d'air n'était pas optimal, mais ça se corrigeait bien. Puis elle était paniquée avec ça parce qu'à cause il n'y avait pas des sorties d'échangeur d'air dans toutes les pièces. Mais tu sais, il y en a qui vont très bien vivre avec ça, puis il y en a que ça va déranger. Là. Puis tu soulèves un point. Tu sais, mettons, le code du bâtiment, c'est une chose, puis la réalité, ça en est une autre dans bien des maisons, bien des immeubles. Justement, est-ce qu'il y a des problèmes que toi, au fond de toi, là, pas nécessairement dans le rapport, mais au fond de toi, là, tu sais que ça change fuck all, ça change rien du tout là, à la situation de l'immeuble, mais parce que toi, tu dois te référer au code du bâtiment, dans le fond. Tu dois dire ça, c'est pas fait selon le code, donc il y a une problématique. Bien, on ne fait pas d'inspection au code. C'est sûr qu'on s'y réfère un peu. On dit toujours qu'on ne le fait pas au code, mais
on est un peu hypocrite là, de dire ça. Dans le fond, ben, c'est sûr qu'il faut se baser sur quelque chose pour te dire qu'un garde-corps d'une terrasse est sécuritaire ou pas sécuritaire. C'est quoi la hauteur? À un moment donné, il faut que je me fie sur quelque chose pour dire à telle hauteur, c'est sécuritaire ou ça ne l'est pas. Donc, sur certaines choses comme ça, je dis, ben, regarde, j'ai une maison de 1970, les garde-corps sont à 32 pouces. C'est les garde-corps d'origine en aluminium. C'était la norme peut-être à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est 36, puis c'est un risque de chute parce que c'est pas une bonne hauteur. Puis bon, peut-être des Le monde assurances a grandi habitation. depuis ce temps-là. Faut croire, faut croire. C'est ça. Ben oui, parce que ça a monté effectivement avec les années, le pire. Mais donc, c'est ça. Versus, quand on dit au code, ben un bain, autour d'un bain, je dois mettre une céramique ou quelque chose d'imperméable autour d'un bain. Souvent, on va avoir une tuile de céramique de 12 pouces d'auteur. Le code, c'est 16 pouces de mémoire. Comme je dis, je ne fais pas au code, là, mais de mémoire, c'est 16 pouces. Ben, Qui manque 4 pouces. qui manque 4 pouces, là, si j'ai une bâtisse de 1970, je vois-tu vraiment commencer à. Mais il y en a il y en a des inspecteurs qui vont le mentionner, pareil, exemple. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut comprendre la différence entre, ben, c'est normal pour l'époque. C'est normal pour l'époque, puis est-ce que ça a une conséquence? Ouais. C'est quoi la conséquence? C'est tout le temps ça. Puis même quand je fais mes rapports, je me dis tout le temps, attends un peu, c'est-tu utile d'écrire ça ou pas? C'est quoi la Parce que ça va mettre de conséquence? l'angoisse pour l'acheteur potentiel pour rien du tout au final. T'sais. Oui, c'est ça, exactement. Si ça n'a aucune conséquence pour la santé et la sécurité du bâtiment et des personnes qui habitent dedans, ben, en gros, c'est ça la question à se poser souvent, là. OK, ben ça fait le tour. Écoute, on va continuer. On a Adam qui dit comment vérifier s'il faut remplacer les fenêtres ou le temps qui reste avant de les changer? Quel est le meilleur modèle rapport qualité-prix? On ne s'embarquera pas dans les meilleurs rapports qualité-prix, mais mettons, toi, dans ton rapport, tu vas écrire les fenêtres sont finies ou, mettons, les fenêtres ont une durée de vie utile de 5 ans. Comment tu l'écris dans le rapport? Comment la personne peut se fier à ça pour se donner une idée de ce qui s'en vient, mettons? On parlait de conséquences tantôt, justement, là. Si j'ai des fenêtres, j'ai une bâtisse de 1950, j'ai des fenêtres toutes neuves de cette année, j'ai des fenêtres de 1990 où sont toutes d'origine. C'est quoi la conséquence, dans le fond? C'est une perte d'efficacité sur la fenêtre énergétique. Dépassé 40 ans, il y a des assureurs qui n'assurent pas pour ce qui touche les infiltrations d'eau par les fenêtres. Donc, souvent, moi, je vais me baser là-dessus. Mais c'est une très bonne question, puis parce que justement, c'est un peu plus subjectif, dans le sens qu'une toiture, ça a 25 ans, tu la changes parce que tu le sais qu'elle est en fin de vie utile, puis tu le sais qu'il y a un risque d'avoir des dommages, d'avoir de l'eau. Les fenêtres, ben, c'est pas aussi clair, là. Donc, on parle Parce que les plus dommages d'efficacité. potentiels ne sont pas nécessairement les mêmes que tu peux avoir une mini fissure d'eau, mais tu sais, une pluie ne va pas commencer à tout rentrer comme une toiture qui se met à couler. Ben, peut-être en bon état, puis encore étanche, même si elle est vieille. Ouais. C'est ça. Mais grosso modo, c'est pour les fenêtres, c'est comme ça que je m'oriente souvent, là. OK. Fait que, entre autres, toi, entre autres, avec les outils que tu as, mettons, la caméra thermique, si tu arrives en plein été, en plein hiver, tu vois que, oh mon Dieu, la fenêtre n'est pas étanche pantoute. Tu as deux fenêtres, tu en as une vieille, tu en as une neuve, tu te rends compte que la neuve, elle ne fait rien passer comme énergie ou à peu près pas. Puis la fenêtre, tu as une perte, tu chauffes l'extérieur littéralement. Toi, c'est un point que tu vas soulever. Oui, puis encore là, même avec la caméra thermique, on va adapter, là, parce qu'une maison de 1890, des fuites, il va en avoir partout. Là, à un moment donné, je ne peux pas faire chaque petite fuite. On va aller global, puis sur les gros points majeurs. Puis, versus une bâtisse neuve, c'est pas normal que j'aille un pied de perte de chaleur en dessous d'une fenêtre, là, disons. C'est ça. Fait que là, c'est peut-être un vice de construction, mettons, et plus une problématique qui s'est perdurée dans le temps. C'est ça, exact. Okay. Dans un rapport, on l'a dit, tout est à peu près mauvais dans le rapport. Mais y a-t-il des choses qui sont quasiment par défaut dans un rapport, là, qui va avoir dans 99% de tes rapports? Y a-t-il des situations que tu fais comme ça, je l'écris parce que tous les immeubles l'ont, ou ça, je l'écris parce que j'ai pas le choix, ou ça, je l'écris parce que de toute façon, je m'en libère? Je sais pas. Oui, bien écoute, tout ce qui est de l'entretien, ça va de soi. Hein. On parlait de silicone. Il y a des arbres, les gouttières sont pleines. Tout ce qui touche l'entretien, par défaut, ça va se retrouver quasiment. Toi, si tu as un mauvais terrassement, puis qu'il est tout encombré, puis qu'il vient être dangereux, ou tu ne vois pas la fondation à cause de ça, tu vas écrire que l'entretien du paysagement ou quoi que ce soit devrait être fait, mettons. C'est ça. OK. Fait que ça va aussi loin que dire que tes gouttières sont pleines de feuilles parce que tu le fais à l'automne. Oui. Ben, tu sais, le paysagement, c'est pas esthétique, mais si ça influence la bâtisse, là, toujours, là, si ça influence la bâtisse ou la sécurité des occupants, ben oui, je vais le dire. OK. Fait que le fait que la gouttière soit pleine, ça vient
donner une problématique potentielle à l'immeuble parce que là, l'eau ne s'évacue pas de la bonne façon. C'est ça. Tout comme des fois, c'est juste de dire la gouttière s'écoule, mais elle s'écoule trop proche de la fondation, donc tu dois rajouter, mettons, une rallonge. C'est ça. OK. Fait que ça, c'est des choses qui doivent être assez fréquentes. Mettons. C'est assez fréquent. Ouais. Ça revient souvent. Puis le fait, mettons, sur ce point-là, le fait de dire que, OK, à peu près en tout temps, toi, tu dis on devrait aller expulser l'eau plus loin des gouttières, mais quelqu'un, on s'entend qu'il y a peut-être 90% des maisons que l'eau de la gouttière, elle tombe pas mal sur le bord de la fondation. Est-ce que c'est si dangereux que ça pour une fondation? Ben, l'idée, c'est d'éloigner les autres surfaces en général. Ça, c'est un moyen parmi tant d'autres. Est-ce que c'est dangereux? Ben, ça peut être plus humide vis-à-vis là parce que j'ai de l'eau. Si j'ai un drain qui fonctionne bien, un bon drainage en dessous, non. Si je suis sur un terrain glaiseux et que l'eau s'accumule en surface ou que ça s'en va dans la cour, ça fait de la glace, puis je suis dans un immeuble à revenus, ben, ça sera peut-être pas la même chose parce que là, il y a un risque de chute. Ma petite gouttière, ma petite extension de gouttière, elle tombe plus importante sur un 6 logements qui s'en va dans une cour versus peut-être, c'est ça, là, versus ça s'en va sur la pelouse se drainer. Donc, c'est un peu du cas par cas, mais souvent, non, ça n'a pas un gros impact, mais on le met sous forme de faut éloigner l'eau de la fondation. Mais tu vois, tu soulèves des points intéressants, puis ça dit justement, puis ça, c'est des choses que même moi, j'aurais pas pensé aussi facilement que toi, de dire que, oh mon Dieu, ton eau, tu l'évacues, mais tu vas peut-être créer un autre problème ailleurs, que tu vas le mettre dans la cour, puis que là, la personne va tomber, puis tu vas avoir un recours contre toi. Et toi, c'est des choses que tu penses en tant qu'inspecteur de la façon logique de tout faire ça. Ouais. C'est pour ça que ton expertise a une raison d'être, de plus pour les petits détails que le monde. Ah, c'est facile de voir que la toiture est à refaire, mais mon Dieu, il y a des détails qu'on pense pas pantoute. Quand à y être, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, là? Est-ce qu'on en profite pour faire la ventilation? Est-ce qu'on en profite pour enlever la cheminée de là? Est-ce qu'on fait des solins qui sont mal faits? Est-ce que ça peut aller loin. Ça peut aller loin. Puis, tu sais, le couvreur qui va venir faire une soumission pour la toiture, ben si tu lui demandes d'enlever le bardeau, remettre du bardeau neuf, ben il va te faire une soumission pour ça, mais il va souvent exclure tout ce qui est solin, ventilation, etc. Donc là, tu peux, après ça, demander justement à ce que ça soit fait parce que c'est le temps, des fois, quand tu as les mains dedans. Après ça, ça va peut-être juste dans 25 ans avant que tu le refasses. Là. OK. On continue avec Eva qui dit comment savoir si l'inspecteur est compétent? En fait, on en a parlé. Oui, un petit peu, mais tu sais, j'ajouterais peut-être juste avec ce qu'on a dit tantôt, demander des références. Puis des références, là, pas de n'importe qui là, non plus. Là. Tu sais, des références de quelqu'un qui est peut-être un premier acheteur, qui a fait affaire avec juste un inspecteur. Peut-être ça a bien été, mais ça ne veut pas dire que il y avait peut-être juste rien à sa maison aussi, là, tu comprends? Puis je dis ça sans dénigrement. Là. Puis des références sur Facebook, connaissez-vous un inspecteur? Bien souvent, je vais avoir des firmes où il y a 10 inspecteurs, puis ils vont tous se référer entre eux autres, ils vont tous se taguer. Fait que là, il ressort souvent, puis le monde va dire hey, je vais prendre lui, son nom ressort souvent, mais c'est tout du monde de sa gang ou c'est des amis à lui. Fait que ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement compétent. Donc, des références, là, juste d'aller voir les fiches Google Entreprises, des commentaires d'anciens clients, des investisseurs réguliers avec qui tu fais affaire. Toi, écoute, ça fait déjà 10 inspections que je fais avec tel inspecteur, puis ça va bien. Ça, déjà, là, ou de professionnels de l'immobilier, des fois, ça va un petit peu plus être clair, être plus. Puis tu soulèves un point, puis on va terminer là-dessus. Est-ce que, en tant que premier acheteur, je devrais tout faire inspecter? Est-ce qu'à un moment donné, je devrais arrêter d'inspecter parce que le risque est moins grand, parce que je suis capable de me sécuriser moi-même, ou parce que j'ai certaines connaissances, parce que j'ai accompagné des inspecteurs? Tu sais? Est-ce que toi, tu as des clients qui sont rendus à, je sais pas moi, 50 immeubles, puis ils font quand même inspecter, puis ils sont avec toi au moment de l'inspection, mettons? Écoute, j'ai des investisseurs réguliers, année après année, qui achètent d'une base régulière. Il y en a qui en font 3, 4, 5. Après ça, ils se disent je me sens à l'aise d'y aller avec ça. Pour ça, je te disais tantôt, c'est un peu au choix, c'est dans ce style-là. En fait, c'est avec l'aise de dire est-ce que je suis prêt à accepter le risque de ne pas le faire, en gros. Là. Ouais, mais il y a des gens autour de toi qui ont plein d'immeubles, puis qu'eux autres, ils veulent atténuer les risques, ils veulent avoir la photo, savoir ce qui s'en vient. Ils font inspecter par défaut tous les immeubles, puis ça fait partie du processus d'achat totalement normal. Oui, puis qui s'en servent aussi à savoir, ben regarde, dans 5 ans, je me prévois ça à mon budget, dans 10 ans, je vais me prévoir ça, puis qui s'en servent aussi un petit peu comme guide d'entretien, parce que à un moment donné, quand tu en as plusieurs, ben, ça te permet d'avoir
c'est d'avoir un. La fameuse réserve en capital, il faut que tu sois capable de la prévoir puis de la mettre à la bonne place quand elle vient dans tes calculs. C'est ça, exactement. OK. Tu as les bons mots. Ouais, c'est ça. Écoute, Jonathan, merci de la rencontre. Franchement, Ça fait plaisir. même moi, j'ai appris grandement des choses. J'espère mieux. que vous allez tous avoir appris des choses. Il y a des choses qui sont qui semblaient évidentes. Il y a des choses qu'on comprend pourquoi l'inspecteur a besoin d'être là. Franchement, je pense que c'est quelque chose qui fait peur, l'inspection, parce que c'est souvent là la réalité. Tu sais, quand on calcule des chiffres dans un chiffrier, c'est facile. On peut mettre n'importe quel chiffre. On peut s'assurer que ça devienne dans le rouge, dans le vert. C'est facile. C'est très théorique. Tu sais, mais quand on arrive au rapport d'inspection, c'est parce que là, on a fait une étape de plus. On a trouvé un immeuble qui nous intéresse. On fait faire le rapport. On a plein de craintes parce que le rapport est terrible et tout ça, mais au final, il faut comme apprivoiser ces craintes-là. Puis en tant qu'investisseur, ben, il va falloir être capable de lire le rapport, de comprendre, de parler. On n'en a pas discuté, on termine là-dessus, mais admettons, une inspection, là, ça prend combien de temps pour un bungalow, puis combien de temps pour un 4 logements? Mettons. Tout est là combien de temps physiquement sur les lieux en moyenne? C'est pas quelque chose, juste pour la personne qui se dit moi, mon Dieu, j'ai pas le temps d'aller faire mes inspections. Ça représente quoi, mettons? 2h30 à 3h30. OK. Fait que c'est pas non plus un in et out, mais mettons une demi-journée, tu comptes ça, tu arrives là, puis cette demi-journée-là, ben, elle peut être au final extrêmement rentable, soit dans la prise de décision que tu vas faire ou dans les choses qui vont venir, parce que justement, tu parles des vies utiles des affaires, donc celle-là, peut-être que la vie utile est à moitié, fait qu'il t'en restant. Fait que pour faire les réserves en capital, justement, les grosses interventions qui s'en viennent, ben, ça peut être vraiment pratique de faire une inspection. Je te dirais que juste d'être là pour voir où l'entrée d'eau principale, ça peut être intéressant de savoir où ton entrée d'eau principale quand tu as un dégât d'eau, exemple. Fait que des fois, tu as des informations comme ça qui s'ajoutent aussi. Là. OK. Ben, excellent. Ben, écoute, merci tout le monde. Puis on va continuer. Il y a d'autres choses qui s'en viennent.